tous, bienvenue pour cette table ronde de l'inspection générale à Blois. Donc, je suis Jérôme Grondeux, je suis heureux de recevoir ici Frédéric Fogassi, qui est directeur des études et de la recherche de la Fondation Charles de Gaulle et spécialiste d'histoire politique, et Gilles Ferragu, qui est maître de conférence à l'université de Paris-Ouest Nanterre et qui est un spécialiste cette fois au départ des relations internationales, qui a touché un peu à l'histoire religieuse aussi par certaines de ses recherches, et puis qui a fait récemment deux ouvrages qu'il aura l'occasion de mobiliser dans cette discussion, un sur l'IOT et un sur le terrorisme. Donc nous allons essayer de partir d'une problématique simple qui est celle des voyages d'études, autour de trois moments. Partir, donc, ce qui est quand même le thème qui nous rassemble. Pourquoi partons? Pourquoi va-t-on regarder les choses à l'étranger? Que voit-on? Et là, on est tout dans la problématique du modèle. Est-ce qu'on va chercher des modèles, des choses qu'on pourrait immédiatement transférer? Et puis, une problématique qui est aussi celle du partir-revenir, qui est celle du retour. Quel est le retour en termes d'action, en termes d'orientation des politiques publiques ou d'orientation des actions individuelles d'acteurs publics? Lesquelles de ces orientations sont déterminées par justement ce voyage d'études? Alors, c'est une thématique qu'on a choisi d'aborder par 3 voire 4 entrées, qui sont des entrées précises, des exemples de gens qui ont accompli des voyages d'études. Je mettrai en contrepoint des deux réflexions qui portent sur le XXe siècle l'expérience d'un homme du XIXe, qui est Victor Cousin, qu'on connaît comme le, entre guillemets, philosophe officiel de la monarchie de Juillet, qui est l'homme qui a organisé au XIXe siècle l'enseignement de la philosophie en France, mais qui a été aussi ministre de l'instruction publique et qui a été aussi donc un acteur important des politiques éducatives au XIXe siècle. Gilles Ferragu aura l'occasion de s'intéresser à l'expérience de l'IOT et à son expérience des contacts avec l'Empire colonial britannique, dans quelle mesure ça a pu orienter les choses, tandis que Frédéric Fogassi sera davantage sur une dimension collective avec les voyages d'études des parlementaires français. Et puis je pense que Gilles utilisera aussi, d'ailleurs, le terme de voyage d'études est un peu curieux, mais les voyages qu'ont pu faire les terroristes pour se documenter, et avec un retour en termes de politiques qui ne sont pas forcément des politiques publiques, ou un retour en termes de politique clandestine, je ne sais pas si on peut employer le terme. Nous partons de choses éclatées, mais on voudrait leur donner du sens de deux manières. D'abord, peut-être esquisser une comparaison entre le 19e et le 20e siècle sur la pratique de ces voyages d'études, et on s'interrogera d'ailleurs dans la conclusion pour savoir si les voyages d'études ont d'une certaine manière un avenir, est-ce qu'ils ont encore un sens aujourd'hui? Et on essaiera aussi de faire une typologie et de montrer tous les problèmes que ces voyages d'études, ces contacts directs avec des expériences de pays étrangers peuvent avoir. Et on est un petit peu dans une problématique qu'on commence à bien connaître maintenant, qui est la problématique des transferts culturels. Donc on va essayer de faire un va-et-vient entre des expériences ponctuelles et une réflexion générale sur le sujet. La première question auquel on va s'intéresser, très classiquement, c'est de se dire pourquoi on part. Alors je vais esquisser une réponse rapide, moi, à partir de Victor Cousin, avant de laisser la parole à mes deux acolytes. Dans le cas de Victor Cousin, c'est quelqu'un qui a été nommé après 1830 membre du Conseil royal de l'instruction publique, et qui va faire 2 voyages, le premier en 1831 en Prusse. Il sert à préparer la loi qui sera en 1833 la loi Guizot, donc celle qui met en place véritablement pour la première fois un système scolaire qui n'est pas sous la tutelle directe de l'État, c'est les écoles dans les communes, mais où l'État s'engage aussi par le biais de la fondation des écoles normales.
commence à organiser donc le système de ce qu'on n'appelle pas encore l'éducation nationale, donc le système de l'instruction publique. Le deuxième voyage, c'est un voyage en Hollande en 1836, qui est un voyage plus global, qui vise à l'examen du système scolaire hollandais, qui vise à une comparaison avec le système français, et qui prépare dans l'esprit de Cousin ce que sera son ministère, puisqu'il a été ministre de l'Éducation nationale en 1840. Donc lui part pour se documenter, et dans une visée explicitement de considérer ce qui peut être transférable, utile, dans l'expérience des pays qu'il va voir. En particulier, la Prusse a déjà un système de l'obligation scolaire, et c'est une des questions qu'on se posera au moment de la loi Guizot de 1833, de savoir s'il faut ou pas l'obligation scolaire, tandis qu'en Hollande, il y va pour deux questions précises, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie. L'enseignement mutuel, qui est un système d'enseignement particulier, est-ce qu'il fonctionne ou pas, est-ce qu'il doit être généralisé, et un problème, en fait trois enjeux, pardon. Le deuxième enjeu, c'est la question des inspecteurs. Quel pouvoir faut-il donner aux inspecteurs? Et la troisième question, c'est la question de l'enseignement supérieur, puisque Cousin, on y reviendra tout à l'heure, a voulu réformer cet enseignement supérieur. Donc il part pour se préparer, pour se documenter, la première fois pour préparer une loi, la seconde fois dans une optique plus globale, parce qu'on commence à parler de lui comme un futur ministre de l'instruction publique, et il s'y prépare. Alors, est-ce qu'on trouve la même chose chez Lyautey? Est-ce que c'est en s'attendant à son grand destin qu'il décide finalement d'aller voir ce qui se passe dans l'Empire colonial britannique? Alors, le cas Lyautey est particulier. Tous les cas sont particuliers, ce n'est pas une nouveauté, mais... c'est la fin de la table ronde. Merci. Non, le cas Lyautey est particulier parce qu'on a là quelqu'un qui a réécrit son histoire à la fin de sa vie et qui a tenté de lui donner une cohérence via l'organisation de ses archives, via des souvenirs qu'il a pu rédiger, via des lettres qu'il a pu collecter. Si on l'écoute, du moins sur la fin de sa vie, Lyautey est parti pour d'excellentes raisons. Il est parti parce qu'il a besoin de quitter la France, parce qu'il recherche l'aventure, parce qu'il veut donner du souffle à sa carrière, et parce qu'il a conscience que l'empire colonial est cet endroit où justement on peut désormais créer une nouvelle France. Lyautey a façonné un discours colonial qui est lié d'ailleurs au discours républicain, qui est le discours de l'aventure et qui s'adapte parfaitement à son histoire. Et ça pose quand même énormément de questions parce que lorsqu'il décide de partir dans l'Empire colonial, on est en 1894, c'est un jeune officier qui est connu désormais de la plupart des grands cercles militaires. Sa renommée a dépassé les frontières. Il a publié en 1891 un article qui s'appelle « Du rôle social de l'officier dans le service militaire universel » qui lui a donné une renommée non seulement en France, mais également quasiment dans toute l'Europe, puisqu'il est l'un des premiers à défendre l'idée que l'armée a aussi un rôle social. Cet article lui a fait rencontrer tout un tas de célébrités. L'empereur d'Allemagne en personne lui a écrit pour le féliciter, on est donc en 1892 à peu près, et on peut imaginer que ce jeune officier-là a une carrière extraordinaire qui l'attend en métropole. Pourquoi partir dans les colonies? Pourquoi à nouveau lancer les dés et miser sur une carrière coloniale, lui qui n'a pas le moindre instinct colonial? En fait, les historiens se sont interrogés sur la question. Il y a plusieurs origines à ce départ. Il y a d'une part l'idée que justement, lorsqu'en 1894, on a des liens avec l'ambassade d'Allemagne, il a noué une relation très forte avec l'attaché militaire allemand. Lorsqu'on a des liens avec l'ambassade d'Allemagne, alors que commence à émerger l'affaire Dreyfus, il est peut-être temps de s'esquiver, et les colonies offrent aussi un certain havre de paix. Lyautey a également des problèmes financiers en tant qu'officier mal payé, avec un train de vie qui dépasse très largement sa solde. Lyautey a également, et ça c'est l'un des thèmes récurrents de ses biographies, des hésitations quant à une sexualité qui se pose encore problème, même encore de nos jours pour les historiens, qui font que les colonies sont peut-être un endroit où là aussi il va pouvoir vivre discrètement sa sexualité. Tout compte fait, le départ fait concorder des ambitions très légitime et professionnel, partir pour prendre du galon et
aller à l'étranger pour découvrir ce qu'est la vraie vie d'un officier, et en même temps partir pour fuir et esquiver certains problèmes. C'est le mélange de tout ça qui va finalement faire de Lyautey un colonial peut-être improvisé, mais à l'issue, un colonial quand même important. Pourquoi alors, maintenant, là on est dans des départs, dans des histoires personnelles, des histoires particulières. Quand on arrive avec les missions parlementaires, on rentre dans une histoire collective. Est-ce qu'il y a un pourquoi collectif qu'on peut identifier ? Alors, un pourquoi collectif, je serais tenté d'apporter 3 éléments de réponse, en fait, qui sont des 3 éléments pour lesquels, à chaque fois, j'ai des exemples un petit peu différents. Pourquoi on part ? Pour répondre à la question au pied de la lettre, on part d'abord parce qu'on est mal chez soi. Si on regarde bien les grands moments des missions parlementaires, les grands moments des voyages d'études, les grands moments où aussi on a la publication d'ouvrages sur des modèles étrangers, c'est des moments où les démocraties occidentales ont sans doute, à tort ou à raison, l'impression de traverser une espèce de crise de leur propre modèle. Je serais tenté de dire que finalement, si on regarde la référence à certains modèles, que ce soit le modèle communiste, que ce soit le modèle suédois ou d'autres, il y a des moments clés, les années 30 et les années 70. Des moments où finalement en France on peut avoir l'impression d'être désorienté, qu'il faut réinventer quelque chose et que pour ça évidemment il faut partir tout simplement. La deuxième raison pour laquelle on peut partir, encore une fois pour prendre la question au pied de la lettre, c'est tout simplement parce qu'on peut avoir, là encore à tort ou à raison, l'idée que c'est mieux ailleurs. C'est-à-dire l'idée que dans d'autres pays on a inventé précisément des modèles qu'on ne connaît pas et qui fonctionnent, ou du moins qui donnent l'impression de fonctionner. Et c'est là aussi que c'est quelque chose que je voudrais poser justement dès le début. Dans les voyages d'études, dans la recherche de modèles étrangers, il y a évidemment de toute façon un aspect dans le fonctionnement de l'État de diplomatie, c'est-à-dire de toute façon de relations constantes, mais il y a aussi des phénomènes de mode. Des phénomènes de mode, c'est-à-dire des moments où on peut avoir l'impression qu'un pays incarne une réponse particulière. Le modèle suédois, par exemple, c'est dans les années 30, face à une France qui est touchée par les effets de la crise économique en 1932, l'idée que la Suède, c'est un pays où on sait mieux répartir les richesses, où on sait avoir des relations sociales pacifiées, bref, un pays qui mérite en quelque sorte qu'on s'y intéresse. On y reviendra d'ailleurs dans les années 70, mais il y a d'autres effets de mode. Au tout début des années 70, par exemple, il y a un article de Christian Wenkel qui en témoigne, il y a une espèce de mode est-allemande, un moment, parce qu'on se demande si finalement l'Allemagne de l'Est, c'est pas un modèle intéressant, c'est-à-dire un modèle qui appartient au bloc de l'Est, mais qui en même temps, on le croit à l'époque, une réussite sur le plan industriel. Bref, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Et enfin, troisième élément de réponse, pourquoi on part ? On part parce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et dans ce domaine, finalement, je serais tenté de dire que les missions parlementaires peuvent répondre finalement à 2 types de préoccupations. Soit une préoccupation globale, c'est-à-dire des pays dont on ne sait plus exactement comment ils fonctionnent, à quel modèle ils correspondent et qu'on a besoin de connaître. À partir de 52-53, vous avez par exemple des missions dans les pays de l'Est, tout simplement parce que on a besoin de se dire, est-ce qu'il y a une troisième voie ? Est-ce que c'est le modèle soviétique décalqué en quelque sorte ? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle voie et politique et économique qui est en train de se créer ? Il faut le connaître. Ça sera pareil évidemment pour la Chine, avec une multiplication des missions de ce type, notamment évidemment les fameux 2 voyages d'Edgar Faure en 1957 et en 1963, juste avant la reconnaissance diplomatique. Mais aussi, second point, on peut partir parce que sur un point précis, finalement, on a l'idée qu'ailleurs, il y a des expériences qui peuvent être fructueuses, qu'on peut essayer de décalquer ou dont en tout cas on peut essayer de tirer la substantifique moelle. Je serais tenté de dire que si on considère la seconde moitié du XXe siècle, les missions parlementaires et les voyages d'études se font avec des objets de plus en plus précis, avec en particulier une évolution qui est assez notable et intéressante, c'est que autant beaucoup de voyages se font dans le cadre de groupes d'amitié, dans un premier temps, autant on voit progressivement apparaître des voyages qui se font par le biais de commissions spécialisées à l'Assemblée et au Sénat.
La commission de l'industrie, justement, par exemple, qui va être pionnière dans les relations avec les pays de l'Est. Enfin, dernier élément de réponse que j'apporterai, dernier élément de réponse donc, que je serais tenté de donner à Jérôme. Pourquoi on voyage? Parce qu'on a la vocation aussi. Il y a des parlementaires voyageurs. Il y a ceux que Edgar Faure lui-même appellera les rapprocheurs, c'est-à-dire ceux qui sont particulièrement concernés justement par la reconnaissance de l'étranger, par la recherche d'un modèle extérieur, et ça peut correspondre à divers types de motivations. Soit, paradoxalement, parce que c'est des parlementaires qui sont animés d'une réflexion globale sur le modèle français, qui souvent ont une aspiration aux responsabilités nationales, voyager à l'étranger, parler, étudier d'autres modèles, en tirer des leçons sur le modèle français, c'est malgré tout une manière de se bâtir une stature d'homme d'État. Et souvent, pendant les moments difficiles, les traversées du désert, beaucoup d'hommes d'État français l'ont fait. Qu'on songe par exemple à François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il fait après l'Observatoire en 1959? Il part dans un très très long voyage en Chine, dont il sortira donc un ouvrage, La Chine au défi, en 1961, ce qui est une manière de remettre le pied en quelque sorte dans la vie politique française en parlant de la France à travers une expérience étrangère, soit au contraire, parfois, on se lance dans des voyages d'études parce qu'on a des intérêts extrêmement concrets. On se dit que pour sa région, pour sa ville, il y a peut-être des relations économiques, culturelles, bienfaisantes, intéressantes justement, et que dès lors, il faut quelque part aller découvrir ce qui se passe ailleurs pour voir si on ne peut pas jouer un rôle moteur, un rôle en quelque sorte d'interface. Voilà, en quelque sorte, c'est les 4 éléments de réponse qui me viennent à l'esprit, à la question du pourquoi. Est-ce qu'avec le collectif, tu as l'impression qu'il y a un floutage finalement des buts du voyage d'études? Est-ce que c'est... Parce qu'on va le voir, avec l'IoT, il y a un flou au départ, parce que c'est un voyage qui est devenu, dont on va parler, qui est un voyage qui est devenu un voyage d'études. Cousin, les choses sont claires, et le seul flou, c'est effectivement l'ambition personnelle qui peut y avoir derrière. Est-ce que le flou est accru finalement avec ces voyages d'études collectifs qui peuvent devenir des voyages prétextes ou des voyages... Tout à fait. Alors, pour répondre à cette question, déjà, il faut peut-être se sortir de l'idée qu'il y a une rationalité, une organisation en quelque sorte, justement, dans l'organisation de ces voyages collectifs, c'est-à-dire qui participent d'une part de manière concertée à la diplomatie française, en concertation avec le Quai d'Orsay. Souvent, ce n'est pas le cas du tout, en fait. Souvent, au contraire, c'est des initiatives des parlementaires. Et puis, d'autre part, dans un groupe qui fait un voyage d'études, vous pouvez avoir effectivement des objectifs qui sont absolument profondément divergents. Quelque chose, par exemple, qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai étudié le voyage du premier groupe parlementaire à s'être rendu en Chine. L'un de ses animateurs, le député Bosson, quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est un élu de Lyon. À peine rentré de Chine, il se précipite à Lyon et il fait la tournée justement du Rotary Club, des clubs d'entrepreneurs de sa ville pour dire voilà les opportunités industrielles qu'il peut y avoir en quelque sorte, qu'est-ce que ça peut rapporter à Lyon. Sa problématique n'est pas du tout en quelque sorte de construire la relation franco-chinoise après la reconnaissance officielle, mais c'est plutôt finalement des objectifs extrêmement localisés. En quelque sorte, la rationalisation, cela dit, et les objectifs et surtout les conclusions, elles sont rationalisées par le cadre du rapport des groupes parlementaires et de leur audition, souvent, qui font que finalement, il y a une sorte de conclusion qui s'amorce et que d'autre part, il y a des contacts qui ensuite se créent. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, les groupes parlementaires deviennent un petit peu des interfaces. Mais effectivement, dans les voyages d'études collectifs, il y a forcément des intérêts, des objectifs absolument divergents. Et donc, il est souvent difficile de les intégrer pleinement, beaucoup moins en tout cas que des visites individuelles, de les intégrer pleinement finalement dans la politique étrangère de la France. C'est une dimension à part, ou en tout cas c'est une dimension parallèle.
les voyages individuels peuvent donner aussi lieu à de la production écrite. Hein. Dans le cas de Cousin, ces 2 voyages, ça a donné 2 longs articles qui sont parus sous forme de brochures, un rapport sur l'enseignement, qui sont intitulés rapports, qui au départ étaient des rapports pour le Conseil supérieur de l'instruction publique, qui ne sont pas écrits comme on écrit les rapports aujourd'hui. Il y a énormément de considérations personnelles. Par exemple, il dit bon, moi, je suis allé à Amsterdam, il y a des musées magnifiques, alors j'ai vu tel tableau, etc. Revenons à notre sujet, etc. Bon, ça doit être un peu différent de la rédaction du rapport parlementaire. Donc, on voit à peu près les motivations de départ, ou plus exactement l'océan et l'entrelac des motivations auxquelles on est habitué en histoire du départ. Maintenant, que voit-on dans ces voyages ? Dans le cas de Victor Cousin, c'est des voyages qui sont des mélanges, on va retrouver ça beaucoup, de rencontres individuelles et d'examens sur le terrain. Il va voir des écoles, il va voir des universités, il parle avec des responsables. Alors c'est aussi un aspect peut-être spécifique du 19e siècle, c'est effectivement, je veux dire un truc qui ne va pas être le bouleversement de la journée, mais on est en 1831 et en 1836, on n'a pas de téléphone, et même si les gens s'écrivent beaucoup, pour avoir des échanges soutenus avec quelqu'un et lui poser des questions dans un laps de temps relativement court, eh bien, il vaut mieux le rencontrer. Donc ces rencontres prennent une place énorme. On a peut-être d'ailleurs une des pistes sur ce que nous verrons en conclusion, et sur quand même un relatif déclin de ces voyages d'études, c'est qu'à l'époque, c'est un moyen de s'informer alors qu'il y a très peu d'informations disponibles. Si on veut savoir comment fonctionne un pays où il y a l'obligation scolaire, comme la Prusse, à notre époque, on peut avoir sur chaque système scolaire énormément de données, énormément de rapports, énormément de choses accessibles. À l'époque, l'information est beaucoup plus dispersée, beaucoup plus longue à rassembler, donc on y va aussi pour rencontrer, on y va pour voir, pour prendre contact, et en fait, Cousin est un peu un intervieweur, même si ses rapports sont pas faits comme ça. Il y a quelques observations directes, il va regarder des classes, il va regarder des cours, etc. Donc à la limite, un peu à la manière d'un inspecteur. Et en même temps, il rencontre énormément de gens et il peut leur poser toutes les questions qu'ils désirent. Donc ces rapports sont liés à énormément de prise de contact. Et là où on voit à quel point les voyages d'études peuvent être importants à l'époque, c'est que par exemple le voyage d'études de Cousin en Allemagne et en Hollande, je vous avais dit que ça faisait une petite brochure, ils sont traduits en anglais et ils sont lus en Angleterre. On peut même utiliser dans un pays les voyages d'études qu'ont fait les gens d'autres pays, ce qui est frappant alors que la problématique de la comparaison entre la France, ses projets et son acquis, et ce qui se passe en Allemagne et en Hollande est très très présente dans les textes de Cousin. Ça n'empêche pas le transfert en anglais. Donc on a l'impression que cet homme qui a voyagé quand même tout seul, finalement, pour ces 2 voyages, a réussi à voir beaucoup de choses, mais surtout à prendre conscience de beaucoup de réalités. Et il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on ferait en allant récolter des informations, en allant lire les rapports d'organismes internationaux ou faits par les gouvernements de ces pays-là, qu'on va demander directement à ce moment-là. Donc la dimension relationnelle est beaucoup plus importante. Alors Lyautey, que voit-il ? Alors déjà, Lyautey, il voyage donc personnellement. Où va-t-il ? Où va-t-il ? En fait, Lyautey fait plusieurs voyages. Il se trouve qu'à l'époque, les officiers, lui était un officier d'état-major, avait l'occasion de faire plusieurs voyages. Il a fait un premier voyage en Algérie, donc et la France à l'époque. Est-ce que c'est vraiment un voyage ? En tous les cas, il quitte la Lorraine, il quitte la région parisienne, il découvre l'Algérie, il découvre surtout le système colonial algérien. Alors il se promène, il découvre le soleil, il découvre le désert. Il est fasciné par cette société, il est fasciné par ce climat, il est fasciné par les paysages, mais il observe. Il observe un système colonial qui est ancien, qui date de Bugeaud et de la monarchie de Juillet, justement, et ce n'est pas forcément le système colonial qui lui semble le mieux adapté. Il se prend d'un amour pour la société arabe, pour la société musulmane, et il trouve que le système est complètement décalé par rapport aux attentes de cette société. Ça, c'est une première étape. Le deuxième voyage, le voyage fondateur, celui qui nous intéresse, c'est celui qu'il fait de Marseille jusqu'à Saïgon. Alors c'est un voyage qui est très long. Il faut imaginer que c'est un voyage qui dure quand même plus d'1 mois. C'est un voyage surtout qui le fait longer tout l'empire colonial anglais, puisqu'on passe par la Méditerranée, puis la mer Rouge, le canal de Suez,
On longe à peu près tout l'Empire et on arrive finalement en Indochine après avoir vu cet empire sur lequel, disait-on, le soleil ne se couchait jamais. C'est un voyage qui amène à rencontrer énormément de personnes, puisque bien évidemment, les paquebots qui font ces voyages, on croise un certain monde. À l'époque, les paquebots sont rangés en différentes classes. Un homme comme Lyautey est habitué à voyager, je dirais, dans la meilleure des classes et à croiser des notables, des aristocrates, des cadres, des hauts fonctionnaires du monde colonial et de tous les mondes coloniaux, tant notamment des Français que des Anglais. Donc il faut imaginer déjà que dans cette petite société de paquebots qui se met en place, on discute, on échange. Lyautey affirme par exemple qu'il a commencé à apprendre l'anglais avec celle qu'il appelait la sultane de Sarawak, c'était la fille d'un raja indien, qu'il a accueillie et qui a commencé à lui enseigner l'anglais. Mais surtout, on s'arrête, on fait des étapes. Et au cours de ces étapes, un homme comme Lyautey, qui est quelqu'un de curieux, va visiter ce qui intéresse à la fois sa curiosité et son métier, à savoir l'armée anglaise. Il découvre des casernes anglaises. Il est fasciné par le modèle des casernes anglaises qui correspond point par point à ce que lui voulait mettre en place en France, c'est-à-dire des endroits où les soldats ne sont pas seulement entraînés, mais où ils trouvent également des loisirs, où ils trouvent également des cours au cas où ils peuvent manger ensemble, où ils sont accueillis. Bref, il découvre un modèle de caserne anglais qui va le fasciner. Et surtout, dans chacune de ces escales, il se promène dans un monde colonial qu'il ne connaît pas encore. Il ne connaît pas vraiment le monde colonial français, mais il découvre, avant de découvrir le monde colonial français, le monde colonial anglais. Et il observe. Et il observe, il discute avec des collègues officiers, il discute avec les différents fonctionnaires, les différents cadres, il observe. Et il faut imaginer qu'à l'issue de ce long voyage, il arrive finalement dans un monde colonial français qu'il ne connaît pas, avec une première véritable expérience du monde colonial, qu'est le monde colonial anglais. Donc effectivement, on peut se demander quel regard il va poser désormais sur son propre univers colonial, celui dans lequel il va devoir officier désormais. C'est peut-être l'enjeu de ce voyage déjà, que de se dire avec quel bagage on arrive lorsqu'on arrive dans un univers aussi éloigné du nôtre. Et c'est donc un mode de colonisation britannique aussi avec lequel il prend contact ou pas? Parce qu'effectivement, on dit souvent qu'il y a un contraste entre la doctrine officielle de la colonisation britannique et la réalité de révoltes très régulières. Et qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il ne voit pas d'une certaine manière? Qu'est-ce qui le frappe là-dedans? Alors, ce qui le frappe, en tout cas ce qu'il voit, et ça le frappe d'autant plus que, c'est ce que je vous disais, il a été en désaccord avec le modèle de colonisation française en Algérie, c'est ce qu'on appelle le gouvernement indirect en Angleterre, c'est-à-dire une colonisation, enfin une manière de gouvernance de la colonisation où on associe, où on prétend associer les élites colonisées. Grosso modo, la formule, c'est de régner avec les Maharajas plutôt que contre les Maharajas. Est-ce que ce système fonctionne parfaitement? Les nombreuses révoltes qui ont eu lieu dans l'Empire anglais, notamment aux Indes, et le fait que finalement il y a quand même une armée coloniale qui peut réagir assez brutalement, montre que c'est certainement pas le système de colonisation parfaite, si jamais il existe un système de colonisation parfaite. Ça reste à discuter. C'est une bonne question. Mais en tous les cas, c'est un système colonial où l'argument de communication rentre en jeu, c'est-à-dire c'est un système colonial où les élites peuvent prétendre associer les colonisés au gouvernement. Lorsqu'il arrive en Indochine, il trouve des gens qui ont fait le même voyage que lui, à commencer par le gouverneur général en Indochine, à l'époque Jean-Marie de Lansan, qui lui dit qu'il faut non pas opprimer les mandarins, mais gouverner avec les mandarins. Lansan a forgé, si vous voulez, cette formule qui va faire florès durant toute l'histoire coloniale républicaine. Il faut gouverner avec le mandarin. On commence à parler d'une politique d'association. Alors on reviendra peut-être tout à l'heure sur les réformes à apporter à ce monde colonial, mais Lyautey découvre à ce moment-là des gens qui pensent à peu près la même chose que lui, c'est-à-dire que le modèle colonial français ne fonctionne pas et qu'il y a des leçons à prendre de ce modèle colonial anglais qui se déploie tout au long du voyage qu'on fait pour arriver jusqu'en Indochine. Donc là, on a vraiment le cas de quelqu'un qui part pas
enfin c'est au départ pas explicitement un voyage d'études, qui se transforme finalement en voyage d'études, une sorte d'initiation par le voyage et de découverte aussi peut-être d'une vocation, puisque finalement au départ c'est même pas évident qu'il ait une vocation coloniale particulière, Lyautey. C'est je crois ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire le fait de découvrir quelque chose alors qu'on ne s'y attendait pas. Lyautey part, on l'a vu, pour diverses raisons et certainement plus pour fuir une réalité que pour s'intégrer à un empire colonial, et il se découvre petit à petit beaucoup plus colonial qu'il n'était. Il découvre finalement qu'il a une grande cause à défendre, et cette grande cause, c'est l'Empire français, mais un empire français réformé et rénové. Et c'est ce qui va faire de lui finalement non pas peut-être un grand général de la Première Guerre mondiale, mais certainement un des grands coloniaux. Bon, alors Frédéric, y a-t-il une sérendipité des parlementaires français? Donc en fait, plus sérieusement, que voit-il, que ne voit-il pas? Voit-il vraiment quelque chose? Parce que pour l'instant, l'image qu'on a eue après la première partie de notre entretien est un peu mitigée sur les motivations et l'efficacité des choses. Est-ce qu'il y a une observation? Est-ce qu'il y a des surprises ou pas dans ces voyages? Alors, effectivement, c'est le cœur du sujet, en tout cas l'une des clés du sujet. Je serais tenté de dire que pour répondre à cette question, il faut avoir en tête 2 variables, mais qui sont des variables, comment dire, lourdes et contraignantes. La première variable, évidemment, c'est la liberté de regard. Comment est-ce qu'on peut découvrir un pays quand on est dans le cadre d'un voyage officiel, quand on est dans le cadre d'un voyage organisé? Il faut l'avoir à l'esprit. Bon, quand des parlementaires se déplacent, c'est toujours dans un cadre absolument officiel, soit organisé évidemment par le gouvernement qui invite, soit pour les pays avec lesquels il n'y a pas de relations diplomatiques, par des agences officieuses, mais qui sont en fait des agences d'État. C'est la fameuse agence Intourist, donc, qui organise la venue de tous les intellectuels ou politiques étrangers dans les années 30. Ça a été les échanges franco-allemands avec la RDA, et c'est une association pour les relations internationales, mais évidemment sous contrôle de la police et du ministère de l'Intérieur en Chine. Donc, il est évident que c'est l'une des premières clés, le voyage d'hommes politiques, que ce soit des missions parlementaires officielles ou même, à la limite, que ce soit des voyages privés, c'est quelque chose d'extrêmement peu libre et même d'extrêmement contraint. C'est-à-dire que c'est l'autre qui est en quelque sorte maître d'une part de l'emploi du temps et d'autre part de ce qu'il voit. Alors évidemment, tout ceci, ça peut conduire à des exemples célèbres. Je pense que beaucoup de gens ici connaissent le fameux ouvrage d'Édouard Herriot où il ausculte avec une lucidité rare donc le modèle soviétique, Orient, donc publié en 1933. Ce fameux ouvrage donc, où il explique qu'évidemment, il n'y a jamais eu de famine en Ukraine. Il y a une phrase... Après avoir visité un kolkhoz, je puis certifier que la soupe est excellente. S'il en est ainsi de tout, c'est un restaurant digne de Lyon, la ville la plus gourmande de France. Bon, il a dit aussi un discours à son retour que l'Ukraine était un jardin fertile. Voilà, que l'Ukraine était tout à fait un jardin fertile. Bon, il est évident que c'est une visite qui est organisée de A à Z donc, par les autorités soviétiques. Il y a des archives qui montrent qu'une ville comme Kiev, par exemple, a été nettoyée de fond en comble la veille de son arrivée, qu'on lui a fait visiter un kolkhoz modèle et qu'évidemment, son emploi du temps a été entièrement contrôlé. Bon, alors évidemment, vous me direz, Herriot est c'est Édouard Herriot, mais comment dire, malgré tout, si vous voulez, on voit bien qu'il y a une liberté de regard qui est somme toute limitée. Alors évidemment, face à ce regard face à cette organisation, on peut avoir plus ou moins de lucidité. Edgar Faure, par exemple, dans son ouvrage qu'il publie à son premier retour de Chine en 57, donc Le serpent et la tortue, montre bien qu'il est pas dupe. Mais je l'ai lu, j'ai regardé aussi l'ouvrage de Mitterrand, La Chine au défi. Ce qui est assez frappant finalement, c'est qu'alors qu'ils ont passé beaucoup de temps en Chine, ils ont la lucidité en quelque sorte de ne pas proposer une description du pays. Ils ont parfaitement conscience en quelque sorte qu'ils n'en ont vu que ce qu'ils avaient les moyens d'en voir. La moitié du livre est finalement consacrée à chaque fois avec des entretiens avec les officiels, à une description des gens qu'ils ont rencontrés et avec qui ils ont parlé, plus que véritablement à une description du pays. La seconde variable, c'est le temps.
La seconde variable, c'est le temps. Ce qui me frappait beaucoup en entendant Jérôme justement parler du modèle Cousin, c'est que les missions d'information au XIXe siècle, c'était des missions qui étaient à la fois totalement libres, Cousin peut voir à peu près ce qu'il veut, plusieurs mois, et surtout voilà, qui duraient plusieurs mois. Là, dans le cadre des missions parlementaires françaises, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a eu de plus en plus une contraction du calendrier. Une visite parlementaire importante pouvait facilement durer un mois dans les années 60, 50 ou 60, parce que le calendrier parlementaire, évidemment, était beaucoup moins lourd, parce qu'il n'y avait pas aussi l'actualité médiatique qui faisait qu'un parlementaire pouvait s'offrir le luxe de disparaître des regards et s'éloigner de sa circonscription pendant un mois. C'était important, cette durée, justement, parce que ça donnait malgré tout le temps d'aller partout, d'aller un petit peu à la rencontre des gens, d'avoir plusieurs temps dans un voyage et de mêler des visites, des rencontres, des entretiens. Il y a une anecdote qui est assez amusante, justement, c'est que quand Edgar Faure, en 1963, pour son deuxième voyage en Chine, où il est plus ou moins mandaté par le général de Gaulle, donc a introduit avec ses interlocuteurs chinois l'idée que peut-être qu'on arrivera un jour à une reconnaissance diplomatique. Tout à coup, alors que ce n'est pas prévu, ces interlocuteurs décident de l'envoyer pendant 3 jours visiter les charmes de la Mongolie intérieure. Et Edgar Faure conclut: ils m'ont envoyé là pour avoir le temps de réfléchir à tête reposée à ce que je venais de leur raconter et pour pouvoir reprendre en quelque sorte la discussion sur de nouvelles bases. Mais inversement, il y a aussi des cas où on voit que finalement les parlementaires ne sont pas dupes et que la visite du coup ne débouche sur rien. Il y a le groupe par exemple d'amitié franco-roumain en 1956 qui est à l'initiative d'un député radical, donc Lucien Bégoin, se lance dans une visite d'1 mois. La visite est écourtée. Au bout de 10 jours, c'est-à-dire même pas la moitié du voyage, eh bien, la délégation décide d'anticiper son retour. Pourquoi ? D'une part, parce qu'ils ont bien conscience qu'on leur montre une Roumanie qui n'existe pas, qu'on leur montre que les usines modèles, que des villes absolument aseptisées, mais qu'ils n'ont aucun moyen de sortir en quelque sorte de ce cadre officiel et de découvrir ce qu'est vraiment le pays. Mais d'autre part, parce qu'ils ont bien conscience aussi que le dialogue n'est pas libre, qu'ils n'ont absolument pas la possibilité d'aborder certains thèmes qu'ils souhaiteraient aborder, la question des libertés publiques, des droits politiques, de la liberté de la presse, etc. etc. À partir de là, finalement, le voyage n'a pas d'objet, il ne permet absolument pas de découvrir le pays. Toute conclusion qui pourrait en être tirée dessus serait dès lors, totalement inopérante, car faussée, donc le voyage n'a pas de sens. La délégation décide d'anticiper son retour et pour marquer son mécontentement, eh bien, elle décide même de ne pas rendre l'invitation, c'est-à-dire de ne pas inviter une délégation roumaine pour marquer justement son refus d'avoir été ainsi instrumentalisée. Je serais tenté de dire que la découverte, si vous voulez, elle se fait pas forcément par le biais de missions officielles, elle se fait plus par le biais de missions officieuses, ou alors, évidemment, elle se fait par le biais d'autres observateurs, en particulier des journalistes. Si on prend l'exemple suédois justement et qu'on se consacre aux années 30, c'est pas par la voie officielle finalement qu'est venue cette espèce de fascination pour la Suède, c'est plutôt des journalistes américains comme Marquis Childs qui publie en 1935 Sweden the Middle Way, G.B.H. Cole pour l'Angleterre, mais aussi l'ouvrage tout simplement d'Émile Servan-Schreiber, publié en 1936 et au titre évocateur, Heureux Scandinaves. C'est plus, ces hommes qui ont la possibilité de mieux connaître le pays et peut-être d'en proposer une vision plus stimulante qui souvent, a des effets sur le débat public. Et je serais tenté de dire que souvent, la diplomatie parlementaire dans un cadre officiel, elle intervient seulement dans un second temps. Voilà. Oui, c'est intéressant de voir cette espèce d'éclatement, et on voit aussi, au travers de cette histoire, cette espèce d'éclatement des élites. On dit toujours que c'est la démocratisation, c'est pas la disparition des élites, c'est la pluralisation des élites. Et effectivement, on voit encore qu'au 19e, le personnel politique a le temps, ce facteur est vraiment très important, d'aller se faire une idée des choses, et que ça devient de plus en plus difficile. Et aussi, on voit ce resserrement finalement du temps politique, qui est quand même très lié du passage d'une société de notables à une société un petit peu différente, alors qu'on peut appeler société bourgeoise, qu'on peut appeler société démocratique, comme on voudra, mais où effectivement cette possibilité du loisir
de l'absence est beaucoup moins forte, et en particulier pour des gens qui sont au service du pouvoir politique, où effectivement la charge politique elle-même et la charge de représentation devient de plus en plus contraignante. Comment avait fait Lyautey pour avoir tout le temps de son voyage? Il s'était mis en congé En fait, non, le voyage aux colonies, c'est quasiment un genre en soi. Et on sait à cette époque, les réseaux de communication sont quand même pas assez lents, ils vont à la vitesse d'un paquebot. On sait qu'il faut à peu près 1 mois entre le temps où on embarque et le temps où on peut prendre son commandement. 1 mois et plus si affinité, sachant que quand on arrive dans certains endroits, entre l'acclimatation au sens propre du terme, les différentes maladies, la nécessité de prendre contact avec la société, de s'installer, ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai l'autre cas, par exemple, d'un ministre, le ministre qui va essayer d'appliquer les idées de Lyautey quelques années plus tard, en 1905, Clémentel, qui décide de partir, lui aussi, en Indochine pour voir la situation, pour lancer le projet politique pensé par d'autres personnes que lui. C'est quelqu'un qui est prêt à partir plus de 2 mois. Sachant que pour un ministre des colonies, partir 2 mois loin de Paris, loin de l'Assemblée, loin de son ministère, il faut imaginer que ça peut effectivement désorganiser. Et pourtant, il est prêt à faire ça justement pour montrer qu'il y a un chantier à lancer. Alors il nous reste à aborder l'effet retour de tout cela. On a déjà vu effectivement cette évolution progressive, ce resserrement, ce jeu de contraintes qui va croissant, cette l'importance des contacts, des prises d'informations directes, finalement peut-être plus difficile dans le cadre officiel qui est plus contraint. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que ça montre le rôle de médiateur. Je pense par exemple à Jean Monnet comme médiateur entre la France et les États-Unis. Il a découvert le monde nord-américain parce qu'il vendait le cognac paternel. Hein. Vous savez que Jean Monnet, il n'a pas le bac. Hein. À 19 ans, il était en train d'ouvrir le marché canadien et puis le marché américain au cognac paternel. Il parle l'anglais, il a travaillé aux côtés de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait vraiment des choses extrêmement importantes, et il sert de médiateur très informel en disant « mais venez, je vous ferai venir ». Et au moment où il y a la négociation des accords Bloom-Barnes, donc des accords de 1946 qui permettent un refinancement de l'économie française, un médiateur informel comme Monnet joue un rôle très très important, et on a justement tout ce rôle du off qui aujourd'hui devient problématique et compliqué, mais qui est en fait tout à fait fondamental dans toutes ces prises de contact, voire ces prises d'information. Je voudrais qu'on vienne maintenant sur l'effet retour de ces visites. Alors, je me rends compte que mon cas est beaucoup plus simple que le vôtre, parce que moi j'ai quelqu'un qui a fait un voyage d'études, qui l'a fait tout seul, qui a fait 2 voyages d'études, qui a fait le temps, et qui ensuite après a été ministre pendant 8 mois. Alors qu'est-ce qu'il en a tiré ? Alors d'abord, comme Cousin en 1833, c'est le numéro 2 de Guizot pour la loi de 1833. On pense même que c'est lui qui a rédigé les attendus de cette loi. Alors il y a une chose qu'il n'arrive pas à faire passer. Il a aimé, en Prusse, finalement, il est parti pour se faire une idée sur ce que donnait l'obligation scolaire. Est-ce qu'on pouvait faire une école obligatoire ? Et il revient avec l'idée que finalement c'est faisable. Et lui, en 1833, de même qu'il voudrait d'ailleurs un enseignement pour les filles, il voudrait aussi, en 1833, qu'on proclame le principe de l'obligation scolaire. Et ça ne passe pas. Guizot n'y est qu'à moitié favorable, et très très tôt, il y a une opposition, et à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs, sous la monarchie de Juillet, les deux doivent voter le texte. Et elles ont une compétence égale. Et en particulier, ce qui est intéressant dans la perspective des transferts culturels, c'est l'opposition est générale au nom des droits du père de famille. Ça va durer très très longtemps, il y a encore le débat sous le Second Empire, avec quelqu'un qui dirait je ne respecte pas la liberté du père de famille qui ne veut pas apprendre à lire à son enfant, mais on n'en est pas encore là. Et surtout, il y a cette phrase d'un député à la Chambre qui dit que finalement, je vous la donne en substance, ça va bien au naturel prussien, l'obligation. Parce que le prussien est naturellement docile. Par contre, nous, Français, qui sommes plus fiers et plus chevaleresques, l'idée d'une obligation n'est pas dans notre tempérament national. Et ça, c'est intéressant parce que Cousin est à la Chambre des pairs, mais ce n'est pas un politique pur. Ce n'est pas un élu. Et il est très patriote.
un grand admirateur de Napoléon, assez opposé à l'Angleterre, même s'il a des amis anglais. Par contre, il a les réseaux d'un intellectuel à l'époque, et les contacts culturels d'un intellectuel. Et par contre, l'argument du refus de l'importation, il vient plutôt d'une partie du personnel politique, et plutôt donc de gens qui représentent, alors sous la monarchie de Juillet, une part infime, mais quand même une part de l'opinion, donc la chose est intéressante. La deuxième chose qu'il en tire, c'est une admiration pour les universités allemandes. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on est au moment de l'apogée des universités allemandes et de leur influence européenne. Et il est à l'origine d'un projet auquel il avait fait adhérer Guizot d'ailleurs. Vous allez voir, pour ceux qui s'intéressent au monde universitaire français, c'est un projet, le tout premier daté de 1814, c'était Royer-Collard. L'idée de ne donner que de resserrer le paysage universitaire français auprès de quelques grandes universités pour qu'elles aient une véritable taille européenne. Son idée, c'est 5-6 grands pôles universitaires, comme on ne dit pas à l'époque, mais qui pourraient rivaliser avec les universités allemandes et avec les universités anglaises. Et ça échoue, ça je vous apprends rien, ça échoue. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la Pologne, on est le pays qui a le plus d'universités, même s'il y a des regroupements qui sont, on le sait, en cours et parfois difficilement. Et ça échoue à l'époque à cause des recteurs. Parce que les recteurs veulent avoir des jurys pour faire passer le bac, et à l'époque, le baccalauréat, le jury, ça ne peut être que des universitaires. Donc on garde l'éparpillement universitaire français qui remonte en fait à la guerre de 100 ans, au moment où Paris était disputé entre Français et Anglais, où se créaient des universités par les universitaires parisiens un petit peu partout, et on garde cet éparpillement. Et puis une troisième chose qu'il tire d'Allemagne quand il est ministre, c'est l'idée qu'il faut organiser l'enseignement supérieur. Alors il regarde le système allemand avec les Privatdokent, donc des enseignants qui commencent à s'établir et sont recrutés, à recruter librement leurs étudiants et sont ensuite recrutés par l'université. C'est très bien, dit-il, ça ne peut pas marcher en France. En France, lui, c'est un fidèle de l'université napoléonienne, c'est l'État qui doit organiser les choses. Donc il crée une agrégation du supérieur. Et en fait, il en crée deux en 1840, une en lettres, une en sciences. C'est-à-dire une agrégation distincte de l'enseignement de l'agrégation du secondaire et qui donne la possibilité d'enseigner directement à l'université. Ça a fonctionné jusqu'à la fin de la Seconde République. On a eu pendant presque une dizaine d'années des agrégations du supérieur en France. Et puis il renforce l'autorité du corps d'inspection, ça c'est l'héritage de la Hollande. Et puis il y avait aussi une autre visée de ces voyages, c'est d'examiner la question du rapport entre la religion et l'enseignement. Très discuté. Par exemple, en Hollande, il s'était intéressé, alors que la Hollande va être en pleine guerre scolaire dans ces années-là, il s'était intéressé à la tentative qui avait été faite de créer un enseignement religieux de synthèse entre protestants et catholiques, avec une espèce de christianisme minimal. Et il considère que ça ne fonctionne pas. Et qu'il faut donc mieux en rester au système de la loi Guizot, et où l'instituteur délivre un enseignement religieux sous le contrôle indirect, soit du pasteur, soit du curé. C'est la fameuse instruction morale et religieuse que Ferry remplacera par l'instruction morale et civique, bien plus tard. Donc, toutes ces données-là, quand même, se traduisent en termes de politique. Ce qui est remarquable, c'est que quand on lit les rapports, et qui dont la publication précède la mise en œuvre de ces politiques, c'est qu'il y a tout le temps, il est parti avec cette idée de savoir ce qui était, comme on ne dit pas à l'époque, transférable. Ce qui marche pas. Parfois, il confirme ce qu'il a vu. Par exemple, il est contre l'enseignement mutuel, ce système où les élèves les plus avancés, en atelier, forment les élèves les moins avancés, qui permettait d'avoir des classes très nombreuses, qui est très porté en France par le milieu protestant, et qui était très répandant en Angleterre. Alors, il ne va pas l'observer en Angleterre, peut-être ne veut-il pas risquer d'en tomber amoureux. Il le refuse parce que pour lui, dans l'enseignement mutuel, on ne fait plus que de l'instruction, on ne fait pas de l'éducation. Pour qu'il y ait éducation, dit-il, il faut qu'il y ait un face-à-face direct entre le maître et l'ensemble des élèves. Et alors là, il multiplie les témoignages dans son rapport sur la Hollande de gens qui pensent comme lui, puisqu'ils ont essayé l'enseignement mutuel et ils l'ont abandonné. Alors ce qui est remarquable, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais c'est qu'il y ait un véritable retour, parfois durable, parfois moins durable. Le renforcement des corps d'inspection, en particulier dans le primaire, a été tout à fait durable
et a été fait par Cousin en 1840, qui viennent directement de ces voyages d'études, et c'est conscient, puisque quand il est nommé ministre, sa première décision, c'est de republier son rapport de 1836 sur l'enseignement en Hollande, parce qu'il dit c'est là qu'on verra l'ensemble de mes idées sur l'enseignement. Donc, on a presque une sorte de type idéal Cousin. Est-ce qu'on va retrouver ces choses-là avec nos autres personnages? Alors, Gilles. Alors, tu soulignes un point qui me semble extrêmement intéressant, c'est qu'il faut tomber dans le bon contexte pour ça. Et dans le cas de Lyautey, on a donc quelqu'un qui, seul et pour différentes raisons, décide de partir dans les colonies et d'y continuer sa carrière, qui découvre au passage un système colonial qui lui agrée bien plus que le vieux système français, et qui prend d'ailleurs contact avec tout un tas de gens. Ce sera donc Lansan, dont je vous citais le nom, gouverneur général, ce sera Gallieni, qui est à l'époque colonel et qui est l'un des grands pacificateurs. On commence à parler non plus de conquête, mais de pacification. Il rencontre un autre personnage moins connu qui s'appelle le colonel Penquin, qu'on appelle le sorcier du Tonquin, etc., etc. Tout un tas de gens qui partagent les mêmes idées qu'il faut transformer la gouvernance coloniale, qu'il faut associer les populations pour lisser, en fait, la pratique coloniale. Ça aurait pu être enterré complètement par la situation. Or, il se trouve qu'il arrive, si vous voulez, dans un bon contexte. En 1885 commence ce qu'un historien, Gilles Manseron, a appelé le tournant républicain, le tournant colonial plutôt des républicains. C'est-à-dire que les républicains, notamment les radicaux, se posent la question morale de la colonisation. C'est un débat extrêmement violent, notamment par exemple entre un Ferry et un Clémenceau. Et dans ce contexte-là, on peut dire que le milieu républicain recherche une nouvelle théorie pour à la fois justifier la colonisation, pour la républicaniser et pour en changer les formes. Arrive donc Lyautey, qui, contrairement à la plupart de ses collègues, a une plume. Il est déjà connu depuis 1891, il a une certaine plume, il a une certaine audience, c'est quelqu'un qui a une âme de théoricien. Et il propose, à la fin du XIXe siècle, un texte qui s'appelle « Du rôle colonial de l'armée », dans lequel justement il postule cette nouvelle colonisation républicaine, et forcément il va trouver un écho gigantesque dans un parti informel qui s'appelle le Parti colonial et qui est l'expression des radicaux, des républicains dans le monde colonial. Ces gens-là se rencontrent et le Parti colonial va faire la carrière d'un Lyautey et va le présenter comme le théoricien d'une république coloniale, une république qui ne conquiert pas mais qui pacifie, une république qui ne colonise pas mais qui protège, c'est l'émergence du modèle du protectorat, et la rencontre entre ce théoricien qui a découvert presque par hasard un modèle spécifique anglais et un milieu républicain qui attend de proposer sa propre vision de la colonisation, ça a donné cette idéologie de la colonisation républicaine et du protectorat. Pourtant, excuse-moi, mais pour un profane, on dit toujours que le modèle français, c'est l'assimilation, et il semble pourtant que Lyautey, dans sa pratique et dans ses modèles, en soit assez éloigné. Donc comment est-ce que ça s'articule? Alors, il n'est pas si éloigné de ça, dans le sens où lui propose ce modèle qu'il a vu en Indochine avec Lansan, qu'il va revoir après à Madagascar avec Gallieni, qui est celui de l'association. Et lorsqu'en 1905, à la fin de ce qu'on pourrait appeler ce tournant colonial des républicains, un ministre comme Clémentel commence à poser très clairement l'idée d'association, il faut associer les élites et non pas seulement les écarter, c'est à un Lyautey qu'il fait référence. Donc, si vous voulez, les différentes colonies, l'Indochine et Madagascar, des colonies jeunes, ont fait office de laboratoire. Le modèle, même s'il n'est pas revendiqué, et ça c'est important aussi, c'est l'indirect rule, cette gouvernance indirecte anglaise, et l'aboutissement, c'est une théorie coloniale à l'image des républicains. D'accord. Alors, le retour de nos missions parlementaires, qui pour l'instant ont un peu de plomb dans l'aile ou dont l'image peut être un peu écornée, est-ce que véritablement on a des exemples de missions, de voyages d'études parlementaires qui aboutissent à des changements, à des inflexions, à des choses, ou est-ce que c'est juste un accompagnement? Ça dépend ça dépend ce qu'on entend évidemment par inflexion. La première chose évidemment quand on revient de mission, le premier devoir c'est de témoigner.
Témoigner d'abord, évidemment, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de la Commission des affaires étrangères, éventuellement donc vis-à-vis du Quai d'Orsay, mais aussi, éventuellement, témoigner vis-à-vis de l'opinion publique. Je serais tenté de dire que finalement, la question qui se pose souvent avec une ligne qui est difficile à placer, c'est où se situe véritablement la limite entre témoin et acteur. Une mission d'étude, comment dire, n'a pas de pouvoir, en quelque sorte. Elle peut juste faire un rapport, mais elle n'a pas, comment dire, de pouvoir de décision. Elle a juste un pouvoir de conseil, peut-être éventuellement d'influence. Je serais tenté de dire que son action, ce n'est pas forcément une inflexion ou une réforme qu'elle va apporter, dont elle va imposer la mise en œuvre. Ça peut être aussi l'acclimatation de la classe politique et plus largement de l'opinion publique, finalement, à une certaine idée, ou en tout cas à un certain modèle. Encore que, finalement, dans les grands témoignages visant l'opinion publique, c'est souvent plus des voyages faits dans un cadre individuel que dans le cadre de commissions, finalement, qu'ils sont rendus, parce que, comme on le disait, dans le cadre de commissions, on a souvent une pluralité de points de vue, une pluralité d'objectifs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Pour ce qui est, finalement, du transfert de modèles, est-ce qu'il y a véritablement des exemples? J'en ai cherché quelques-uns dans des cas extrêmement précis et force est de dire qu'il n'y en a pas énormément. L'exemple qui me semble le plus intéressant, c'est pas un cas français, c'est un cas belge en fait. C'est en janvier 1939 que Spaak, qui est alors président du conseil chef du gouvernement, donc, parce qu'il est un peu désespéré par l'état du dialogue social en Belgique, on voit une délégation qui est présidée par un parlementaire qui comprend des patrons et des représentants des deux plus gros syndicats belges en Suède, en leur disant restez un petit peu, discutez avec vos homologues et essayez d'apprendre le dialogue social. Ce que je veux, à l'arrivée, c'est un rapport sur la manière dont ça fonctionne en Suède et des préconisations extrêmement précises, concrètes, utilitaire en quelque sorte sur la manière dont ça peut faire évoluer le dialogue social en Belgique. Alors, c'est le type même, si vous voulez, à mon avis, ce qui se rapproche le plus d'une mission, comment dire, utilitariste, avec effectivement un objectif extrêmement ciblé. Alors évidemment, la mission ayant lieu en janvier 1939, il est difficile d'évaluer si fondamentalement sur le moyen ou sur le long terme elle a eu un effet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément d'équivalents en France. Beaucoup de missions, comment dire, c'était moins des missions d'évaluation, des missions de recherche de modèles, que plutôt des missions qui visaient à faciliter ou à accélérer des échanges. Il y a beaucoup, par exemple, de missions de la commission de la production industrielle. Maintenant, dernière remarque, qui est finalement plus une question que forcément une réponse. Je serais tenté de dire que peut-être que dans le recours aux exemples étrangers, il y a une espèce d'inversion du paradigme, si vous me passez l'expression. Si j'étais provocateur, et je vais l'être d'ailleurs, je dirais que globalement, autant dans un premier temps, on va peut-être à l'étranger pour s'informer en quelque sorte, c'est-à-dire pour rechercher un modèle, pour rechercher une expérience et se demander en quelque sorte s'il peut y avoir un enrichissement, c'est-à-dire si on peut y avoir si on peut en tirer quelque chose, autant je serais tenté de dire que de plus en plus la référence à des modèles étrangers s'inverse. C'est-à-dire que si on va voir ce qui se passe à l'étranger, c'est pour justifier des modèles ou des réformes qu'on a déjà en vue, en quelque sorte, et pour leur donner en quelque sorte un habillage. Finalement, le modèle suédois, par exemple, dans les années 1970, il s'agit moins de s'en inspirer que finalement d'abriter sous le parapluie, en quelque sorte, donc suédois ou de l'Europe du Nord, une volonté française, justement, de faire évoluer le dialogue social. Pourquoi est-ce que finalement, à mon avis, on retrouve peu d'exemples de transfert dans ce domaine-là ? C'est difficile, évidemment, d'apporter un seul élément de réponse, mais comment dire, j'en apporterai quelques-uns. Je dirais qu'à mon avis, le principal, c'est peut-être l'intégration de la spécificité des modèles nationaux. Tout voyage d'études, finalement, tout rapport parlementaire commence par la description extrêmement précise de la situation d'un pays. Le rapport donc des Chinois, des parlementaires qui vont en Chine, disent qu'il y a une voie communiste chinoise qui n'est pas la voie soviétique, c'est parfaitement adapté
à la contrainte chinoise nationale, donc c'est quelque chose qui va durer. D'où finalement peut-être cette idée qui petit à petit s'est introduite, que les transferts de modèles politiques était comment dire, peut-être un exercice riche sur le plan théorique, mais comment dire, peut-être un peu vain sur le plan pratique, puisqu'évidemment, il y avait le contexte national, les pesanteurs politiques, administratives, sociologiques, qui étaient infiniment variables, et que dès lors, l'idée qu'on pouvait prendre quelque chose et essayer de le copier, c'était quelque chose qui fatalement marcherait pas, ou en tout cas marcherait pas forcément. Bien, on va commencer. Je vais vous donner des éléments de conclusion. Peut-être vous voudriez faire un compliment et puis qu'on ait du temps pour un échange avec la salle. Donc, je voudrais revenir sur la question du temps, qui est revenue plusieurs fois dans le débat. Il me semble aussi qu'on peut reprendre, sans reprendre tout ce qui a été dit et dont le public se souvient encore, mais j'espère. Mais il y a aussi globalement dans ces voyages un autre phénomène qui explique qu'ils soient peut-être moins nombreux, en tout cas que le voyage, non pas en tant que déplacement, mais en tant que voyage d'études, voyage visant à une effectivité politique, soit en diminution, c'est l'accélération du temps politique. On voit bien que ça marche, ces voyages d'études, quand on sait plusieurs années à l'avance, ou plusieurs mois à l'avance, mais au moins plusieurs années quand même, il me semble, au moins 1 ou 2 ans, qu'on va faire une réforme, dans quel sens elle va aller, et ce qu'on va préparer. Et le phénomène de l'accélération du temps politique rend cela illusoire. Deuxième élément, bien sûr, c'est la concurrence de l'information. Il est certain qu'il devient de plus en plus possible de disposer d'énormément d'informations sur un phénomène sans se déplacer. Avec peut-être dedans, il faut toujours faire un petit coup de chapeau peut-être à un passé, mais un regret tout de même. C'est que ce qui m'avait semblé, moi en tout cas intéressant chez Cousin, mais qu'on retrouve aussi chez Lyautey, que peut-être on retrouve moins dans les missions parlementaires, c'est que les contacts directs ou l'étude directe rend peut-être plus aisé de considérer ce qui est transférable ou pas. C'est-à-dire qu'on voit le contexte. On voit le contexte général, on a une atmosphère certes impressionniste, si on en a le temps, du contexte dans lequel telle pratique marche et fonctionne. Et donc il y a tout un travail de possibilité du transfert qui peut-être pouvait être facilité sans qu'on puisse l'isoler, puisque ça va aussi dans un contexte de maturation plus lente, de réforme de structure et d'un temps politique qui est plus lent. Ensuite, on voit aussi que l'officialisation, elle spécifie le voyage et finalement, elle laisse le contact direct et l'information, en gros, à d'autres. Si on avait à côté de notre étude une étude des échanges économiques, des visites patronales, ou parfois d'ailleurs l'État peut jouer un rôle, des échanges d'universitaires, des choses comme ça, on aurait probablement beaucoup de choses. Et aussi, il nous manque aussi le continent de ce qui se passe à ce moment-là, puisque la 4e et la 5e République, c'est la montée des hauts fonctionnaires, dans le monde des hauts fonctionnaires. Est-ce qu'il y a chez ces hauts fonctionnaires des voyages d'études ou pas? Est-ce qu'on ne retrouve pas chez eux, du moins à cette époque, ce temps long de la maturation? Et moi, je terminerai sur cette question. Et vous semble-t-il, aux invités de la table ronde, qu'il y a des choses à ajouter, des éléments auxquels vous pourriez revenir en conclusion? Pour aller dans le sens de cette conclusion-là, et notamment de la gestion du temps, ce que je vois en tout cas à la fin de la Troisième République, et notamment pour des corps, entre guillemets, très sélectionnés comme les officiers d'état-major, non seulement ils avaient du temps pour aller étudier les systèmes étrangers, mais même ça faisait partie de leur formation. C'est-à-dire qu'au cours de la formation état-major, qui durait à peu près 2 ans, ils bénéficiaient d'au moins 6 mois où ils allaient voir ce qui se faisait à l'étranger. Je ne sais pas si le système existe encore maintenant. Il existe via ce qu'on appelle les stages à l'étranger dans certaines grandes écoles, mais en général, ces stages se font dans des institutions françaises à l'étranger. Là, pour le coup, il s'agissait vraiment d'aller
analyser un modèle étranger pour en récupérer certaines idées. Je pense que ça avait lieu dans plusieurs corps. Bon, moi, pour ce qui était de l'armée, ça existait. Et ça montre bien qu'il y avait une culture qui laissait justement, entre guillemets, le temps au temps, c'est-à-dire qui laissait aux officiers le moyen de se cultiver, de découvrir d'autres systèmes, peut-être aussi pour les vaincre, hein, en cas de guerre, il y a une certaine logique, mais en tous les cas, pour s'en inspirer aussi. Bien. Eh bien, il me reste à passer la parole à la salle pour les questions. Mon Dieu, je ne sais pas qui choisir dans cette forêt de bras qui se lèvent. Voilà. Est-ce que nous avons le... On va partir. Voilà, on va vous apporter un micro. Monsieur, vous avez un micro ? On peut se poser enfin, pas se poser la question, mais on peut se demander si la politique algérienne du général de Gaulle, dite d'autodétermination, a été dans la lignée de la politique coloniale de Lyautey ou de Gallieni, mais qui malheureusement a débouché sur un échec et un terrible désastre et un chaos, le chaos. C'est une vraie grande question parce que d'un côté, vous avez, à partir du moment où les Lyautey, les Gallieni font connaître leurs théories, à partir du moment où ces théories sont reprises par le parti colonial et donc les élites républicaines, dès ce moment-là, elles vont avoir un certain succès, et notamment dans l'armée. Les textes de Lyautey, enfin, notamment le rôle colonial de l'armée et le rôle social de l'officier, sont enseignés à Saint-Cyr à ce moment-là, et il est bien évident que le lieutenant de Gaulle, lorsqu'il fait ses études à Saint-Cyr, découvre ces textes et s'en inspire très certainement. Après, est-ce que ces textes sont repensés par le général de Gaulle dans un contexte très différent et face à une armée qui finalement se méfie désormais des théories d'association? Il faut imaginer aussi que voilà, ce que propose de Gaulle, c'est quand même une porte de sortie discrète, mais il entrouvre la porte, il propose de choisir ou non la sortie. C'était la grande idée de Lyautey, qui estimait que la France avait un rôle à jouer entre le monde musulman et l'Europe de passeurs, pour finir par faire émerger, par exemple, lui, sa grande idée, c'était que le Maroc deviendrait un membre de la SDN et incarnerait finalement l'islam à la SDN. Est-ce que de Gaulle a pensé ça vis-à-vis de l'Algérie, d'en faire un partenaire et en même temps de garder une forme de protection sur le monde algérien? J'aurais tendance à le penser. Le problème, c'est que est-ce qu'il pouvait encore prôner les théories de Lyautey dans les années 60? Ça me semble là pour le coup beaucoup plus hasardeux face au contexte. Mais effectivement, il y a une inspiration. Moi, je la vois comme ça. Oui. Moi, j'ajouterais juste un mot, c'est qu'à mon avis, non. Franchement pas. Il faut rappeler une chose très simple. De Gaulle sort en 1912 très bien classé à Saint-Cyr. À l'époque, les meilleurs officiers choisissent d'aller dans la coloniale. Il y a deux armées. Il y a l'armée coloniale et il y a l'armée de la revanche. De Gaulle, lui, fait très clairement le choix d'entrer dans l'armée de la revanche. Il n'entre pas dans la coloniale. Et à l'époque, il considère que la coloniale, c'est un peu une armée à part, très indépendante, pas du tout soumise aux mêmes problématiques. C'est une armée à laquelle il est très, très, très largement étranger. Ce n'est pas son monde, ce n'est pas ses références et ce n'est pas son type de préoccupation. Donc, comment dire, bâtir une continuité entre les théories coloniales et ensuite la politique d'autodétermination, déjà ça nécessiterait de revenir sur la genèse de l'autodétermination, dans laquelle à mon avis pas mal de hauts fonctionnaires qui travaillent alors avec lui ont un rôle sans doute beaucoup plus décisif. Et comment dire, ça serait peut-être, comment dire, forcer le caractère militaire du général de Gaulle et pas forcément rendre justice à ce que sont ses choix militaires initiaux. Voilà. En même temps, si je peux me permettre juste une réponse, on lance le débat. S'il y a bien quelqu'un qui correspond à la sensibilité d'un de Gaulle, c'est un Lyautey qui est monarchiste, qui est catholique, et en qui il peut retrouver justement une référence type. Et la première jeunesse de Gaulle. Voilà. Et donc, forcément, s'il a été chercher des références ou des idées dans sa formation, c'est certainement auprès d'un Lyautey. Même si, effectivement, il n'a certainement pas été le seul à penser une solution algérienne.
Après ce détour par l'Algérie et ce partir revenir, y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Oui, un monsieur. Bonjour à tous les trois. Je vais être volontairement provocateur. En 1 heure de débat, je n'ai pas entendu prononcer le mot culture. Si l'on prend le thème de cette table ronde, qui est partir, revenir, réformer, on n'a pas parlé d'échanges culturels, d'apports culturels, d'influence culturelle sur les élites, surtout au 19e. Est-ce que, quelque part, cet impact est négligeable dans votre réflexion? Alors, l'impact n'est pas négligeable, mais on est parti, nous, sur réformer. Et on a parlé d'éducation quand même à peu près un tiers du temps. J'ose espérer que l'éducation n'est pas totalement étrangère à la culture. Bon. Enfin, il me semble. Mais par contre, ce que vous dites m'intéresse beaucoup parce que il y a d'autres cas, et on aurait pu évoquer d'autres cas. Je pense en particulier, mais là on est dans le voyage d'études initiatique Plioté. Je pense, pour l'histoire de l'histoire en particulier, à un personnage comme Gabriel Monod, qui en 1876 est le fondateur de la Revue historique, qui est vraiment la première revue savante française qui pose les règles de la méthode historique et qui essaye d'établir une sorte de débat savant, si on veut scientifique, entre ces différents contributeurs. Et c'est un homme que ses professeurs ont envoyé à la fin du Second Empire en Allemagne en lui disant « Apprenez les règles de la critique documentaire en Allemagne ». Bon. Si je ne l'ai pas fait rentrer tout de suite dans le cadre du débat, c'est parce qu'il a eu ensuite une carrière d'universitaire. Il a certes réformé l'école pratique des hautes études, mais là, on a essayé d'avoir un débat qui se situe au niveau des politiques publiques et des choix politiques globaux. Il est évident que les transferts culturels, bien sûr, dans le domaine extra-éducatif de la culture, ils sont extrêmement importants. Et là, je vous rends volontiers les armes. Mais disons que ce n'était pas notre problématique immédiate, qui était vraiment notre problématique du voyage d'études, entre guillemets, officiel, ou lié à un choix politique déterminé. On n'a pris qu'un tout petit but de la question, mais la question du partir-revenir, je crois qu'à Blois, nous ne sommes pas seuls à la traiter, c'est heureux. Monsieur ? Voilà. Bonjour à tous. Simplement pour éventuellement peut-être compléter la réponse à monsieur, il y a un autre cadre effectivement des questions d'échange, de partir-revenir, c'est le cadre des rencontres internationales, des congrès, et notamment celles que j'ai à l'esprit sont les expositions universelles. Celle que j'ai à l'esprit, c'est celle de 1967 où il y a qui fait référence, justement sur la question de l'éducation et l'occasion dans les rapports des jurys de parler comment on éduque les enfants en Prusse, en Suède, par rapport à la France, avec un regard très français, ça, avec une grosse critique sur mais les garçons et les filles ensemble dans la même classe, mon Dieu. Donc il y a beaucoup de ce genre de choses qui, à mon avis, peut être intéressant d'évoquer. Et une deuxième chose à laquelle je pense, plus pour parler effectivement des parlementaires, et sûrement l'application de certaines réformes. Il y en a une qui me vient à l'esprit parce que ça touche à ma thèse et que c'est avec l'actualité commémorative, la guerre 14-18, notamment la réforme de l'uniforme. Le ministre qui impose la réforme de l'uniforme, c'est Adolphe Messimy. Et Adolphe Messimy, dans les années avant de redevenir ministre de la Défense, de la guerre, part comme envoyé parlementaire dans les Balkans pour observer. Alors il est convaincu déjà à la base qu'il faut réformer l'uniforme, qu'il faut rendre les troupes beaucoup moins visibles, mais c'est ce voyage-là qui, à la commission de l'armée, va renforcer sa position et au final finir par convaincre avec avec le temps parlementaire qu'il exige, convaincre ses collègues de la nécessité de neutraliser l'atteinte de l'uniforme.
et qui se sera finalement adopté en juillet le principe, en août le concret. Voilà, merci. C'est extrêmement intéressant, effectivement, c'est une et là encore, on retrouve un peu le côté individuel de la chose, et précis. Je ne vois personne, mais peut-être... Bien, il me reste à ce moment-là à vous remercier de votre attention, et voilà, bon salon.